je suis évidemment très heureuse d'être ici à Marseille, où à chaque fois que je viens, il pleut, et en général, ça engendre de bons résultats électoraux. Donc, je veux y voir une bonne nouvelle. Vous le savez, c'est une ville à laquelle nous sommes attachés depuis des décennies. Entre Marseille et nous, c'est une très ancienne histoire d'amour, hein, je dirais presque familiale, puisque Marseille a toujours accompagné notre mouvement avec son cœur, son enthousiasme et sa puissante et bienveillante énergie. C'est pourquoi j'ai tenu à réserver à la belle cité phocéenne chère à mon cœur mon premier déplacement de campagne municipale. Je voulais également être ici pour soutenir Franck, qui portera nos couleurs, avec, je le crois, des chances réelles de l'emporter. Et aussi pour son équipe formidable, qui constitue un atout maître pour Marseille. Ceux qui me suivent savent que je travaille depuis de nombreuses années avec Franck et je connais sa valeur, sa sincérité et sa force de travail. Alors je vous le dis sans la moindre hésitation, c'est l'homme qu'il faut pour Marseille. Beaucoup nous le disent, je ne reconnais plus ma ville. Marseille n'est pas la seule d'ailleurs dans ce cas. Cette remarque, dites-vous que dans de très nombreuses communes de France, les citoyens se la font également. C'est dire s'il y a urgence à agir. Chacun remarquera tout d'abord que c'est une incongruité politique qu'une ville de premier plan comme Marseille soit encore aux mains d'un parti largement discrédité dans tout le pays et qui ne réalise plus dans toute la France que des scores résiduels. Nul doute que ce socialisme municipal, qui est le dernier vestige d'une idéologie en déroute, va continuer à s'effriter à ces élections jusqu'à sa disparition inévitable à assez brève échéance. C'est d'autant plus probable que le PS n'apparaît plus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notamment que comme la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie. Un équipage déclopé et de zombies politiques, tout cela durera moins que les impôts. Marseille mérite mieux que cette force qui a échoué partout où elle a sévi, à commencer à l'échelon local. Que de temps perdu. Aucun des grands problèmes de Marseille n'a trouvé de solution, si toutefois l'équipe municipale en place, désinvolte, déconnectée et désunie, a voulu les traiter. Je dis bien désinvolte, déconnectée et désunie. C'est une municipalité désinvolte dans la prise en compte des problèmes pesants qui ont un poids considérable sur la ville, les graves questions sécuritaires, sociales et économiques. C'est une municipalité déconnectée par un sens des priorités qui montre une absence d'identification des problèmes, de hiérarchisation des questions, de plan d'action ou de capacité d'évaluation des résultats. C'est enfin une municipalité désunie parce que la coalition en place est trop hétéroclite pour dégager des axes forts, indispensables dans une ville comme Marseille. Marseille, deuxième ville de France, n'est pas une association de boulistes. Et sa taille requiert dans sa gestion non seulement de la rigueur, mais aussi de la constance et de la cohérence. Comment voulez-vous que Marseille avance, progresse et brille quand elle est administrée par des rentiers politiques en pré-retraite dont la seule préoccupation est de gérer le temps, de régler leurs querelles ou de dissimuler les problèmes? Au fil des années, d'une gestion pour le moins approximative, Marseille a fini par concentrer, souvent en les aggravant, tous les problèmes de la France. L'insécurité, le trafic de drogue, l'immigration incontrôlée, le communautarisme, le logement indigne, la dégradation des rues, la pauvreté, la disparition des services publics, la dégradation de son attractivité. Entre deux fusillades, les agressions quotidiennes ou les plans de licenciement réguliers, personne ne croit plus qu'à Marseille ce soit toujours le printemps. Ces carences dans la méthode, tout comme l'absence de direction, ne peut plus durer dans une cité qui ne peut se satisfaire d'une politique qui se limite à des effets de communication ou à des slogans au rythme des visites de ministres de l'Intérieur, compatissants ou inopérants. Chacun sait ici que Marseille n'a pas besoin d'être commentée, mais gouvernée. Les Marseillais, qui sont des gens qui ont l'habitude d'aller droit au but, ne veulent plus de la compassion, mais des actions. Plus de confusion, mais des décisions. Plus d'inaction, mais de la détermination. Dans l'équipe de pilotage, Marseille n'a pas besoin d'un empilement de sensibilités, souvent improbables,
et quelquefois opposées les unes aux autres, mais d'une véritable direction. La direction, c'est deux choses. Le chemin que l'on suit, le cap, et la personnalité qui entraîne le mouvement. Le chemin que nous vous proposons avec Franck Alizio, c'est celui de la fermeté, pour ceux qui empoisonnent la vie des autres, de la générosité, pour ceux qui en ont besoin, de l'identité française et l'identité marseillaise, pour ceux unanimes ici qui sont amoureux de leur ville. Avec le RN, les Marseillais feront de Marseille la ville entreprenante et rayonnante qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Mais le vote qui se déroulera dans 2 mois, presque jour pour jour maintenant, et je le dis aux Marseillais et à travers eux à toute la France, sera également un vote essentiel pour le pays. Le changement commence le 15 et 22 mars dans vos communes. Plus nous gagnerons de villes, plus les appuis seront forts pour emporter la décision en 2027 et pour mettre en œuvre la grande alternance, la seule vraie alternance qui existe, l'alternance nationale dont la France a urgemment besoin. Imaginez que Nice, Toulon, Marseille, Nîmes basculent. Le sort de l'ensemble de cette partie du pays en sera changé. Et dans toutes les villes qui nous auront fait l'honneur de leur confiance, ce changement commencera sans attendre, dès mars 2026, avec des mesures concrètes et efficaces qui amélioreront immédiatement le quotidien de chacun et mettront la ville sur la voie du redressement. Nous serons présents avec des listes RN-UDR dans plus de 650 communes de France, sans compter les listes qui, dans les petites communes, iront à la bataille électorale sans étiquette. Toutes nos têtes de liste auront à l'esprit une idée claire. Le 15 et 22 mars, nous voterons pour ici et pour la France. Au moment où se clôt la mauvaise farce macroniste en France et socialiste à Marseille, j'invite tous les Marseillais à venir écrire avec nous cette nouvelle page d'histoire qui s'ouvre. Voilà, mesdames et messieurs, le message essentiel que je souhaitais venir passer. Aux côtés et au soutien de Franck Alizio, je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui. Bonjour, Julien Fautravertet. Vous parlez beaucoup de la gauche, mais la droite a été aussi au pouvoir dans cette ville. Est-ce à dire que c'est chez les personnes de droite que vous allez chercher des voix, et notamment un réservoir de second tour aussi à Marseille? Franck, je te laisse répondre, c'est toi le local de l'étape. De quelle droite parlez-vous? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois en face, dans la candidate, que pour la citer Martine Vassal, que la candidate macroniste, puisqu'elle a l'investiture de Renaissance. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas anodin d'avoir le soutien de Renaissance. Ça fait d'elle la candidate macroniste. Nous l'avons toujours dit, le préalable pour que l'on puisse échanger avec d'autres candidats, d'autres sensibilités, c'est de rompre avec le macronisme. Le macronisme qui fait du mal à notre pays depuis 8 ans, le macronisme qui fait du mal à Marseille depuis 8 ans. Parce qu'en plus de faire du mal, il ment à Marseille avec un plan Marseille en grand qui n'a abouti à très peu de choses sur le terrain. Donc à partir de là, nous parlons aux électeurs, à tous les électeurs, bien évidemment. Il y a des électeurs et des élus, d'ailleurs, de terrain, sincères, LR, divers droite, etc., qui nous ont rejoints. Je vous rappelle, une vingtaine d'élus LR, divers droite, marseillais et métropolitains, qui nous ont rejoints seulement sur la dernière année. Quitter une majorité, parce qu'à la métropole, ils sont dans la majorité, au département, ils sont dans la majorité, pour nous rejoindre, parce que justement, ils ne se sentaient plus bien dans cette droite qui s'était macronisée. Je ne sais même plus si on peut parler de droite, si tant est que ça ait un sens. Ça a un sens de quitter la majorité pour l'opposition. C'est parce qu'ils croient vraiment dans nos idées, dans notre détermination et dans le fait que nous allons être l'alternance dans ce territoire. Donc pour l'instant, c'est plutôt à Madame Vassal, entre les deux tours, de prendre ses responsabilités. Le maintien de Madame Vassal,
un choix de Mme Vassal qui la rapprocherait de M. Payan, ce serait faire gagner pas seulement la gauche dans cette ville, mais l'extrême gauche. Ce serait une très lourde responsabilité. En même temps, c'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Hein. Oui. Voilà, il faut dire les choses, c'est qu'aujourd'hui, la pseudo-majorité à l'Assemblée nationale est constituée de la droite macronisée et du Parti socialiste qui, une fois de plus, et depuis 3 mois, c'est particulièrement flagrant, sont venus au soutien d'un gouvernement qui dit de lui-même qu'ils sont le gouvernement le plus faible qui ait jamais existé, quoi. Vous me direz, la lucidité, c'est peut-être le début de la solution. Moi, la solution, je leur propose, ça s'appelle les élections. Vous me direz, peut-être que je radote, mais somme toute, sur un certain nombre d'idées, à force de répéter, nous avons réussi à convaincre. Nina Jankowski de l'Opinion. Martine Vassal a pourtant fait polémique sur des propos sous-entendant qu'elle pourrait se rallier à vous en vue du second tour. Si tel est le cas, vous accepteriez un tel ralliement, vous allez fermer la porte. Alors, vous avez remarqué qu'il y a eu un énorme rétropédalage, ce qui en dit long d'ailleurs de la fébrilité de nos concurrents, de nos adversaires. C'est-à-dire qu'elle a ouvert cette porte, sincère ou pas, toujours pas compris, ça ne pas les cœurs et les reins. Mais le lendemain, elle disait le plus grand mal de nous. Moi, j'étais un amateur, mon parti était pire que tout. Enfin bref, après avoir dit, on verra la veille. Moi, je n'ai pas compris. Ce que je comprends, c'est que dans ces cas-là, elle se fâche avec les deux côtés. Je veux dire, les macronistes sont montés au créneau pour dire mon Dieu, quelle horreur, etc. Et de l'autre côté, bien, les électeurs, encore une fois, les Marseillais qui se sont dit enfin, elle a compris qu'il fallait avant tout faire barrage et battre la gauche et l'extrême droite dans cette élection, ont été déçus par le rétropédalage le lendemain matin. Et d'ailleurs, nous avons dû engranger encore beaucoup d'électeurs qui en ont marre de ce double discours, parce qu'au final, c'est un double discours. Au final, ce n'est pas assumer ni ses convictions, ni ses actes. Donc, le premier élan était le bon, le second était un rétropédalage. Faut attendre le troisième. Ouais, exactement. Ryan pour le Méridional. Vous dites que les Marseillais n'ont plus besoin de compassion mais d'actions dans votre discours. Quelles sont les actions concrètes du coup que vous préconisez pour la ville? C'est-à-dire dans quel domaine? Sinon je pars sur une heure de... Vous avez dit le social, l'économie, l'insécurité. Est-ce que vous avez des actions concrètes sur ce sujet-là à mettre en place? Ah bah évidemment, oui, il y a tout un projet. Si on part par exemple sur la première préoccupation des Marseillais, c'est-à-dire la sécurité, s'engager à faire d'ici la fin du mandat de Marseille de la police municipale marseillaise, la première police municipale de France, c'est un véritable engagement. Nous avons un exemple, nous avons celui de Perpignan, où il y a eu un véritable investissement. Le maire, Louis Alliot, a pris lui-même en charge la sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'adjoint à la sécurité à Perpignan. C'est le maire qui est l'adjoint à la sécurité. Ça, par exemple, c'est un engagement. C'est un engagement qui est non seulement détaillé, doublement du nombre de policiers municipaux, triplement du nombre de policiers municipaux, doublement du nombre de caméras de vidéosurveillance, tout ça pour être juste dans le peloton de tête des meilleures polices municipales. Ça existe déjà, notamment à Perpignan. Et puis tout ça est budgété également, c'est une enveloppe globale de 100 millions qui est à mettre en rapport avec un budget marseillais de 2 milliards et beaucoup de gaspillage dans ce budget. Et puis il y a un programme économique que j'ai présenté il y a maintenant une dizaine de jours, qui est très complet également, qu'on pourrait développer. Quand on veut relancer l'économie, quand on veut développer l'économie dans une ville, c'est au final justement pour aider ceux qui en ont le plus besoin, pour dégager des marges d'action budgétaires pour aider ceux qui souffrent le plus à Marseille. Et je sais malheureusement qu'il y en a. Donc il y a un projet qu'on continuera d'ailleurs à développer durant cette campagne. Ce qui est sûr, c'est qu'à Perpignan, les résultats sont là. Voilà, à Perpignan, l'insécurité a baissé plus que dans n'importe quelle autre ville
du département, alors que c'est une grosse ville et que l'on sait évidemment comme il est difficile de pallier en réalité à l'action de l'État, parce que on est obligé de rappeler tout de même que c'est à l'État de faire assurer la sécurité. Les municipalités sont contraintes de pallier en fait à la carence de l'État, avec des moyens qui ne sont pas évidemment ceux de l'État, avec du personnel qui n'a pas le même périmètre d'action possible que nos forces de l'ordre. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il y a une volonté politique de faire baisser l'insécurité, eh bien ça fonctionne. Ça fonctionne avec des sacrifices financiers, ça c'est une certitude qui pourrait peut-être servir à autre chose, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la responsabilité, encore une fois, de la carence de l'État. Mais en tout cas, cette mise en œuvre a des conséquences sur la vie quotidienne des administrés. Sur le budget, vous avez commencé à répondre hier, Sébastien Lecornu vous accuse une nouvelle fois d'être un peu sorte l'article du chaos et d'être responsable finalement du recours à les ordonnances. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds la même chose qu'hier. Moi, je veux dire, le côté c'est vraiment trop injuste que l'opposition s'oppose me plonge dans un abîme de perplexité. Enfin, je veux dire, je suis pas le Parti socialiste, moi. Je suis le Rassemblement national. Moi, s'il n'a pas réussi, s'il n'a pas payé assez cher en termes de concessions sur leurs engagements, les voix de LR et du PS, c'est pas mon problème en réalité. C'est son problème. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers. C'est-à-dire que avec LR, la majorité qui n'est pas majoritaire bien sûr, mais présidentielle et le PS, ils sont 300. Nous, on est 140. Enfin, je veux dire, le calcul est assez rapidement fait, me semble. Donc voilà, c'est son échec. Il avait dit, je suis le Premier ministre le plus faible de la 5e, c'est vrai, mais il fallait en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est pas de s'accrocher à son siège, quoi qu'il arrive, et quelles que soient, encore une fois, les concessions à faire. C'est accepter que des élections aient lieu. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit hier, la faiblesse du gouvernement français a des conséquences, pas seulement dans l'Hexagone. La faiblesse du gouvernement français, elle a des conséquences sur la manière dont la France est traitée à l'international. Enfin, je veux dire, on ne s'est jamais fait autant insulter, pardon, qu'en ce moment. On nous humilie matin, midi et soir. L'Union européenne, d'ailleurs, est la première à nous humilier. Elle vient de décider que les 90 milliards de prêts à l'Ukraine, dont je vous rappelle que nous sommes responsables de 18%, c'est pas rien, vont servir à acheter du matériel militaire américain. Là, elle remet sur la table le fait qu'elle puisse donner des autorisations d'exportation pour nos armements. Mais enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle crante, elle essaye de cranter le fait de s'attribuer des pouvoirs qui ne sont absolument pas les siens au détriment des souverainetés nationales. Pourquoi ? Parce que le gouvernement français est affreusement faible. Et il est affreusement faible parce que précisément il n'a pas de majorité. Et donc il n'y avait que des élections qui pouvaient permettre aux Français de dire, ben voilà, on offre une majorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est pas le sujet en réalité, quelle qu'elle soit, mais on offre une majorité. Or, à jouer les marchands de tapis avec le Parti socialiste, on a perdu en réalité 3 mois. Au mois d'octobre, je vous disais, il y aura des ordonnances. Mais j'ai entendu 1000 fois le gouvernement, par toutes les voix qui le composent, dire non, jamais, il n'y aura pas d'ordonnance, il n'y a que Marine Le Pen qui dit ça, c'est honteux, etc. Bon, la réalité, c'est qu'on en arrive à des ordonnances, car probablement, il y aura des ordonnances, ou peut-être le 49.3 auquel il s'était engagé à ne pas recourir. Mais, je veux dire, je trouve vraiment scotchant que le Premier ministre reproche à l'opposition de s'opposer. Nous nous opposons parce que nous avons une vision radicalement différente. Enfin, je veux dire, quelles sont les déclarations qu'il a fait hier ? L'aggravation encore du déficit. C'est-à-dire que par rapport au projet de PLF qui était déjà un drame, il aggrave encore les dépenses. Et pas une économie. Pas une économie sur l'immigration, pas une économie sur l'Union européenne, pas une économie sur le train de vie de l'État, rien sur la fraude. Le texte sur la fraude a disparu.
Il est parti dans les poubelles de l'Assemblée nationale. Bon, donc, je suis navré, mais enfin, nous avançons de manière parfaitement transparente et cohérente. Ils savent ce que nous voulons. Ici, ils font exactement l'inverse de ce que nous voulons, par respect pour nos consciences et nos électeurs. Eh bien, nous nous opposons à un budget qui nous apparaît affreusement néfaste pour le pays. C'est simple, enfin, ça me paraît simple. Pour BFM TV, vous avez parlé des ordonnances et du 49.3. Sébastien Lecornu a mis fin au débat budgétaire. Il va utiliser l'un de ces deux députés législatifs. Est-ce que votre groupe RN à l'Assemblée va déposer en réponse une motion de censure face aux ordonnances pour le 49.3? Et une deuxième question à la candidate naturelle du Rassemblement national. Vous avez été très clair. Vous avez dit que si vous étiez empêché à nouveau en appel, vous passeriez la main à Jordan Bardella. Est-ce qu'une condamnation à une peine de prison ferme et aménagée sous bracelet électronique est pour vous un motif d'empêchement, ou est-ce que vous êtes prêt à faire campagne avec un bracelet? Merci. Vous avez une qualité, les journalistes, c'est que vous voulez toujours brûler les étapes. Bon. Mais moi, je n'ai pas envie de brûler les étapes. Voilà, je suis engagé dans un combat pour mon innocence devant la cour d'appel. Ce combat va durer 1 mois, donc je vais le laisser se dérouler. Malgré l'ensemble des questions que je peux recevoir, je ne plaiderai pas devant la presse. Je ne défendrai pas ma cause devant la presse, je le ferai devant la cour d'appel et en fonction d'un résultat qui n'interviendra d'après ce que la cour en avait dit qu'à l'été, ce qui est quand même d'ailleurs en fait assez vague parce que ça peut démarrer de fin juin jusqu'à fin septembre où elle rendra son délibéré. Eh bien, nous allons continuer dans cette campagne permanente dont Jordan Bardella parlait et que nous avons effectuée depuis déjà des mois parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est que les idées que nous représentons soient en ordre de marche l'été prochain pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle dans les meilleures circonstances possibles. Vous avez déposé une motion de censure en réponse au 49.3. C'est une possibilité. Bonjour Anna Rousseau pour la Magazine Challenge. Je qu'on revienne à Marseille. Vous avez parlé hier d'un long hiver budgétaire pour Marseille. Vous avez précisé de quoi vous avez parlé exactement. Et puis, pour aller plus vite que la musique, si effectivement les villes basculent au RN pour le 22 mars, en particulier Marseille, est-ce que vous pourriez avoir envie d'avoir la métropole? Alors, l'hiver budgétaire, il est assez simple à résumer. Documenté en tout cas. Oui. Une augmentation de la taxe foncière qui avait déjà explosé sous les multiples mandats de Jean-Claude Gaudin a à nouveau explosé encore plus 14% en quelques années. C'est pas rien. Je veux dire, les Marseillais commencent. Enfin, les Français sont des vaches à lait, les Marseillais sont les vaches à lait des vaches à lait. Enfin, je veux dire, ça ne dépend pas là de la mairie, ça dépend de la métropole, mais vous avez bien compris qu'il y avait un lien avec tout ça. On a la taxe ordure ménagère, pour faire simple, la plus élevée de France, pour un service qui n'est pas le plus efficace de France. Vous avez une taxe foncière qui est l'une des plus fortes parmi les grandes villes. Et à côté de ça, vous avez un maire qui se gargarise d'avoir à peu près stabilisé la dette, mais à quel prix? Au prix de zéro. Et c'est aussi le rôle d'une collectivité publique, c'est aussi le rôle de la puissance publique d'investir au prix de zéro investissement. Il a mis les investissements à zéro dans la ville. Alors évidemment, quand vous n'investissez absolument plus, vous arrivez tant bien que mal malgré tout, mais les économies, elles ne sont pas là. Il a fait des économies sur l'avenir des Marseillais, il n'a pas fait des économies sur le train de vie de la mairie, il n'a pas fait des économies sur les gaspillages, il n'a pas fait des économies sur les subventions à SOS Méditerranée. Il a continué à gaspiller, il a augmenté de 50% le montant des subventions en un seul mandat. C'est un record. On parlait avec Jean-Philippe Tanguy, à chaque fois on est halluciné. 50% de plus de subventions pour les associations à la mairie de Marseille. Et c'est pas aux associations de karaté, de judo, de tennis et de football. C'est aux associations amies et clientélistes. Donc voilà, oui, on peut parler d'hiver budgétaire pour Marseille. Il y avait une deuxième question. À métropole. Alors la métropole, dans un monde
idéal, et j'espère bien atteindre le monde idéal, j'aimerais être un maire qui se concentre à 100%. À la mairie de Marseille, un maire doit être à 100%, et je pense, je connais bien les maires, et surtout on aura des victoires, on aura beaucoup de victoires au municipal. On a 40 listes, 40 candidats investis dans tout le département, donc évidemment je compte sur nos victoires. Je compte sur des maires qui nous disent qu'évidemment ils pourraient largement travailler avec nous. Pour certains maires des Bouches-du-Rhône, parfois on apparaît comme des centristes, enfin, des gens très modérés. Ce qu'ils disent en off, toujours pareil, hein, le off et le on, c'est une vieille histoire de la politique. Mais donc on a largement les moyens de trouver quelqu'un avec qui travailler, je pense, à la tête de sa métropole qui ne soit pas le maire de Marseille. Si jamais on n'arrivait pas à trouver cet accord avec un contrat de gouvernance précis, avec des objectifs, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour appliquer une feuille de route, voilà. Et comment dire, ce qui dépend, beaucoup de choses dans mon programme, et c'est logique, dépendent aussi de la métropole. Donc il faudra un accord avec ce futur président ou présidente de la métropole. S'il n'y a pas d'accord, évidemment, en dernier ressort, et pour tenir toutes les promesses que j'aurais faites aux engagements auprès des Marseillais, dans ces cas-là, je prendrai mes responsabilités à la métropole également. Mais la priorité, c'est de me consacrer à 100% à Marseille et de trouver quelqu'un avec qui travailler, et je pense le trouver. S'il vous plaît, Hélène Cardon, bonjour pour France Info. Je reviens sur le cours en appel qui s'est ouvert cette semaine. On a perçu un changement de pied dans les stratégies de défense, sur le fond et sur la forme également. Est-ce que c'est une stratégie assumée? Et deuxième question, est-ce qu'à l'issue de ce premier jour d'audience, vous êtes un tout petit peu plus optimiste? Alors, je ne sais pas ce que vous avez perçu, mais je pense que la différence que vous percevez n'est pas entre la première instance et l'appel, c'est plutôt entre ce que vous avez écrit de la première instance, ou dit de la première instance, et la réalité. Je ne commenterai pas, encore une fois, les débats devant la cour d'appel. Voilà. Ça me paraît extrêmement clair comme propos, donc je vais m'y tenir. C'est-à-dire que non, c'est non, en fait. Je ne commenterai pas, non, donc c'est non. Voilà. Et votre deuxième question? Est-ce que vous êtes un petit peu plus optimiste? Ah, mais si je n'ai... Mais, enfin, quand on fait appel, par définition, on est optimiste. Parce que sinon, si on n'est pas optimiste, on ne fait pas appel. Vous voyez, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, bien entendu, je veux conserver cet optimisme et voilà, et cette conviction que la Cour entendra les arguments que le tribunal n'a pas entendus. Maître Bosselu lui disait véritablement optimiste que notamment une partie des contrats soit plus pris en compte, etc. Cette annexe qui a tant fait parler dans les premiers jours du... Oui, mais ça, c'est pour le coup, c'est factuel. C'est-à-dire que factuellement, l'avocat général s'est opposé à la décision qui a été celle du procureur, enfin du parquet en première instance, retenue par le tribunal, j'allais dire retenu, même anticipé, puisque dès le premier jour, on avait les tableaux avec l'insertion de ces contrats. Donc, évidemment, Maître Bosselu, en avocat, est plutôt heureux de voir que la thèse qu'il avait défendue en première instance a réussi à convaincre le parquet général. Oui. Question. En cas d'enquêtement en 2027, est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous savez quel rôle vous aurez auprès de Jordan Bardella qui serait le candidat? Écoutez, dans 6 mois, 8 mois, je vous rejoindrai là où vous êtes déjà avec Sophie Dupont. Mais pour l'instant, moi je suis au mois de janvier, au tout début de ce procès. Voilà. Oui. Lors du moment politique provincial, ma question est plus locale. Au niveau du département, quelle est la stratégie du RN pour remporter des villes moyennes ou grandes villes par cette campagne municipale? Vous savez, la meilleure stratégie pour gagner des villes, c'est de s'y présenter.
Voilà. Et il est incontestable que dans le département, il y a énormément de gens qui font confiance au Rassemblement national. Donc la stratégie, elle consiste à dire, vous qui nous faites confiance au niveau national, je vous demande de nous faire confiance au niveau local. Parce que je crois que nous avons réussi à démontrer au travers de la gestion d'un certain nombre de municipalités dont les maires ont été, je pense à Louis, à Perpignan, je pense à Steve, à Hénin-Beaumont, mais il y en a beaucoup d'autres, qui ont été réélus au premier tour, bien souvent, que la philosophie politique qui est celle du Rassemblement national, les choix politiques qui sont ceux du Rassemblement national ne sont pas seulement positifs au niveau national, mais sont aussi positifs au niveau local. Voilà. Donc c'est cela que l'ensemble des têtes de liste qui se lancent dans la bataille dans le département, dans la bataille municipale dans le département, vont, je crois, développer dans leur ville, sachant que l'immense majorité des communes de France souffrent en réalité bien souvent des mêmes maux, c'est-à-dire la gabegie, l'insécurité, les choix qui sont des choix erronés, les dépenses de fonctionnement qui prennent le pas sur les dépenses d'investissement. Voilà. Donc, vous savez, la stratégie, elle est assez simple, défendre nos idées et espérer qu'un maximum, évidemment, de Français y adhèrent. Par exemple, pour la ville de Marseille, il y avait un retard considérable que vous avez certainement tous noté sur les écoles. Le Rassemblement national, cette semaine, a voté une réduction de quasiment 5 milliards d'euros qui diminuerait la dotation globale de fonctionnement. Est-ce que pour les écoles, par exemple, à Marseille, c'est souhaitable? Est-ce que c'est pas contradictoire? Alors, je vous remercie de cette question parce que j'ai vu que ce soit les LR ou la gauche, nous sommes victimes, ça arrive souvent d'ailleurs, d'une véritable campagne de dénaturation de notre vote. Parce qu'il suffit de lire l'amendement. Enfin, je veux dire, à un moment, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il suffit de lire l'amendement. L'amendement, il consiste à, en réalité, s'attaquer à la part, enfin à hauteur de 5 milliards, c'est pas non plus délirant, mais à la part de la TVA qui est attribuée aux régions et aux EPCI. Là encore, c'est pas une nouveauté. Le Rassemblement national a toujours été clair. Il a dit, pour nous, c'est commune, département, nation. Pour les autres, c'est communauté de communes, EPCI, etc., région, Europe. Bon, ben voilà, on a une vision radicalement différente. Moi, si vous voulez, on ne peut pas, nous souhaitons faire des économies. Mais nous souhaitons faire des économies parce que nous savons qu'avec moins, on peut faire mieux. Et c'est ce que nous avons démontré à Hénin-Beaumont. Avec moins, on peut faire mieux. C'est-à-dire en baissant les impôts, on peut offrir de meilleurs services aux administrés. Donc, que les régions qui ont l'habitude d'être dispendieuses se voient imposer de réduire leur marge de manœuvre pour se concentrer en réalité sur leurs compétences, j'assume que ça fasse partie du projet du Rassemblement national. Que cet argent qui sera économisé puisse demain, par un biais ou par un autre, bénéficier en réalité aux communes qui puissent récupérer une partie de leurs compétences, je l'assume. Voilà, c'est clair, nous assumons nos positions. Parce que tout le monde parle d'économie, mais à chaque fois qu'on parle d'une économie, là, il ne faut pas la faire. Ah non, ça, il ne faut pas toucher. Et ça, ça non plus. Ça non plus. Si, il faut faire des choix. Nous faisons des choix. Nous avons voté une amélioration de 1,5 milliard pour les communes. 1,5 milliard pour les communes, mais en revanche, nous disons aux régions et aux EPCI, écoutez, maintenant, il faut avoir une gestion qui soit raisonnable et qui fasse des choix, qui soient des choix non dispendieux, en quelque sorte. Voilà. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, a dit cette semaine de rien comprendre à la doctrine économique du RN. Est-ce que vous pensez rester incompris? Est-ce que c'est pas lié à Patrick Martin, plutôt, qu'à la doctrine économique du RN?
C'est-à-dire que je m'aperçois parfois que les représentants syndicaux des patrons ne lisent pas en réalité le projet du RN. Donc essayer de comprendre la doctrine économique du RN sans lire son projet, c'est pas facile, je vais vous le dire. Et je vous le dis ça très tranquillement parce que il m'est arrivé à de multiples reprises de dîner avec des gens qui participent souvent à l'exécutif ou en tout cas aux organes dirigeants d'un certain nombre de syndicats patronaux, et je m'aperçois qu'ils sont ignorants en réalité des mesures que propose le Rassemblement national. Donc je me réjouis en quelque sorte de l'autre partie de la déclaration de Patrick Martin qui consiste à dire bon ben ils vont peut-être arriver au pouvoir, en gros il faut peut-être qu'on lise le programme quand même. Voilà, donc je me réjouis de cela et je suis convaincu qu'en lisant le projet économique du Rassemblement national, beaucoup de ces responsables économiques vont se rendre compte qu'ils avaient de nous une vision parfaitement caricaturale et qu'ils sont, je crois, éloignés de ce qu'est la réalité de ce que nous proposons. Je l'ai vu d'ailleurs pendant le débat budgétaire. Là encore, j'ai été très étonné de voir que un certain nombre de médias, ça permet de dire du mal sans que les autres se sentent concernés, vous voyez, un certain nombre de médias ont enclenché dans l'affaire de la lutte contre la fraude des multinationales étrangères, ont enclenché nos adversaires en disant c'est affreux, regardez, le Rassemblement national va aggraver les impôts de 26 milliards. D'abord, ces 26 milliards, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est-à-dire que si déjà on arrivait avec cette disposition à récupérer 5 milliards, ce serait très bien, et 10 milliards, ce serait divin. Bon, bref, sauf qu'il ne s'agissait pas d'un impôt. Il ne s'agissait pas d'un impôt. Et ça ne touchait pas les entreprises, en l'occurrence françaises. Même le Premier ministre a été obligé de l'admettre à l'Assemblée nationale. C'était une manière de dire aux grandes multinationales étrangères, vous ne pouvez pas bénéficier de l'infrastructure qu'on vous offre en France. Vous ne pouvez pas bénéficier de bénéfices que vous offrent les consommateurs français, tout en faisant échapper vos bénéfices à l'étranger pour pouvoir payer sur notre territoire zéro impôt. Ça ne sera plus possible. C'est cela que nous avons dit. Et moi, je pensais que l'ensemble de l'Assemblée nationale serait d'accord avec cette mesure. Et j'ai été particulièrement étonné de voir notamment la Macronie dire « Oh là là, c'est horrible, en une journée, avec Marine Le Pen, on a perdu 26 milliards. » On a perdu. Mais c'est qui ce « on » ? Qui les macronistes représentent-ils quand ils disent « on a perdu 26 milliards » ? Les multinationales étrangères qui donc, en réalité, grâce à la super optimisation fiscale, refusent de payer des impôts en France. C'est quand même perturbant, vous l'admettrez. Donc, là encore, j'assume totalement que quand McKinsey paye zéro impôt en France et va transférer ses bénéfices au Delaware, où d'ailleurs il paye zéro impôt aussi, eh bien, pour nous, c'est non. Voilà, pour nous, c'est non. C'est clair. Quand Éric Lombard affirme que des milliers de Français fortunés échappent à l'impôt, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que c'est un problème et est-ce que vous apportez une solution? Ils échappent à l'impôt parce qu'ils partent, pour beaucoup. Là, c'est par rapport à l'argent qui est mis dans les holdings, enfin, des mécanismes d'optimisation. Mais nous avons, encore une fois, apporté, je crois, pour le coup, en première lecture, nous avions apporté une amélioration du dispositif qui était présenté, où nous avions dit, plutôt que de taper de manière aveugle les holdings au motif que ce sont des holdings, commençons par faire sortir des holdings tous les biens qui ne sont pas des biens qui participent à l'activité de la société. Parce que, en réalité, la question qui est derrière ça, c'est la perte d'imposition en raison des yachts, des résidences luxueuses qui sont en réalité cachées dans les holdings, enfin cachées, même pas cachées d'ailleurs, puisque c'est autorisé, mais qui sont dans les holdings et qui sont considérés comme des éléments productifs, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'ils n'ont rien à y faire. Donc c'est sur notre proposition
que nous avons fait sortir ces éléments. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'à partir du moment où ça sort de la holding, eh bien, dans ces cas-là, ça redevient imposable. Voilà, ça redevient imposable soit à l'IR, bien souvent, soit à l'impôt sur la fortune financière que nous avons contribué à faire voter. Voilà, donc si vous voulez, tout ça, en tout cas, si vous voulez, je pense que si un certain nombre de responsables syndicaux, patronaux ne comprennent pas notre projet, c'est parce qu'ils ne l'ont pas lu. Voilà, j'en suis absolument convaincu et croyez-moi que c'est en ce qui me concerne assez documenté. C'est gentil, merci. Moi, je voulais revenir sur la stratégie départementale. On en est où du label La Provence quand même? Est-ce que c'est toujours la stratégie et combien de maires vous en avez? Le label reste tout à fait actif. Il a été repris par beaucoup de maires. Il a été notamment repris, vous le savez, à la Ciotat. Il est porté par nos candidats. Vous savez, c'était pas, comment dire, pas quelque chose de révolutionnaire. La Provence quand même, à un moment donné, il faut parler aussi au territoire, et c'était une manière de rassembler autour de nous, au-delà de nos étiquettes. Dans la Provence quand même se retrouvent nos partenaires de l'UDR, le RPR, le RN, des diverses droites, des indépendants, l'avenir français, tout à fait. Le maire de Marignane, qui est un maire indépendant et qui est à nos côtés. Donc tout cela continue, fonctionne. Encore une fois, c'est la stratégie de la main tendue. Vous savez, nous avons toujours été la famille. Je tiens à le préciser. Nous avons toujours été la famille politique qui a tendu la main. Et je le dis d'autant plus tranquillement que mon premier souvenir là-dessus date de l'époque où j'étais de l'autre côté, encore du côté de l'UMP. Et je me souviens, je crois que c'est en 2015, où tu avais proposé déjà au départemental une charte entre les deux tours à tous les candidats au départemental qui se retrouvaient dans nos valeurs. En gros, l'idée, c'était on peut vous faire gagner face à la gauche. On ne fera jamais la politique du pire, mais faites un petit pas vers nous, au moins de sincérité, et nous ferons pas. Et ça a toujours été de l'autre côté qu'il y a eu du mépris, qu'il y a eu cette volonté d'aller tout ça pour finir en plus quelques années après dans le macronisme. Donc le reniement, ils ont préféré renier leurs convictions, renier leurs électeurs pour un calcul d'intérêt. Le Rassemblement national a toujours été la famille politique qui a tendu la main. C'est en face qu'il y a toujours eu un refus mesquin, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est ni une affaire de conviction, ni tout juste une affaire d'intérêt. Je reste sur la campagne municipale. Est-ce que Marseille... Vous pouvez lancer votre média, s'il vous plaît. France 3. D'accord, très bien. Est-ce que Marseille est un laboratoire pour le Rassemblement national? On a ici toutes les thématiques nationales exacerbées, insécurité, narcotrafic, logement, précarité, chômage. On a 4 blocs assez forts, comme un peu à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est Marseille 2026, c'est une grande répétition pour l'Élysée 2027? Alors, je déteste ce terme de laboratoire. On a l'impression que les Français sont des rats. Je déteste ce terme. Non, mais vraiment, enfin, je trouve ça affreux. Vous comprenez bien que en politique, montrer ce qu'on est capable de faire est un enjeu, bien sûr. Et parce que quand on montre ce qu'on est capable de faire à Hénin-Beaumont, quand on montre ce qu'on est capable de faire à Perpignan, évidemment que ça a une influence. Et pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que quand nous n'avions pas gagné ces villes, moi, j'ai une assez bonne mémoire, hein, donc je me souviens assez bien de ce qui se disait avant que nous gagnions l'ensemble de ces villes. Ce sont des incompétents, ça va être un drame, la ville va s'effondrer, enfin j'en passe et des meilleurs. Bon, et donc le fait d'être capable de dire nous sommes des gens raisonnables, nous sommes des gens compétents, et lorsque nous prenons la responsabilité d'une ville, la ville va mieux. Et bien c'est aussi un moyen de dire que lorsque nous prendrons les responsabilités au niveau national, là aussi ça ira mieux. Mais il n'y a pas de laboratoire, il y a juste des
des preuves à faire et nous sommes heureux de pouvoir les faire et impatients de pouvoir les faire. Ce serait une belle prise symbolique. Marseille, 2e ou 3e ville de France. On sait qu'à un an de la présidentielle, ça ne passera pas de là. Je veux dire, c'est ça que je vais essayer de comprendre sur les grandes répétitions. Bien sûr. Non, mais il est évident que gagner la 2e ville de France a un effet très important, bien sûr. Évidemment, c'est la preuve d'une dynamique, c'est la preuve d'une adhésion croissante aux idées du Rassemblement national, c'est la traduction des études d'opinion, mais qui ne sont que des études d'opinion. Enfin, je veux dire, les études d'opinion, sondages, ça reste des sondages. Là, c'est la traduction réelle que les Français ont le souhait de l'alternance et que pour eux, l'alternance, la seule alternance en réalité, c'est le Rassemblement national. Parce que tout le reste est peu ou prou macronisé. Alors peut-être à part LFI, accordons-leur quand même qu'ils sont dans l'opposition à Emmanuel Macron, mais sinon tout le reste, ce marais qui va du Parti Socialiste à LR est aujourd'hui totalement macronisé. Vous parlez de résultats positifs au niveau local dans les LRN. Pourtant, je crois savoir qu'à Fréjus, vous ne soutenez pas le maire sortant. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas lui opposer un candidat? Non, mais d'abord, c'est pas qu'on ne soutient pas le maire sortant, c'est qu'il n'a pas demandé notre soutien. Bon, donc déjà, ça règle le problème. Mais au-delà des accords qu'on peut avoir avec David Rachlin, moi, je note juste une chose, c'est que les électeurs de la ville de Fréjus l'ont réélu au premier tour. Et que donc, ils doivent être assez contents, a priori, du travail qu'il a pu opérer au bénéfice de ses administrés dans sa ville. Bon, j'y habite pas, donc je ne veux pas vous en dire beaucoup plus. Dernière question. Pardon. Ce qui fait, pour venir sur Marseille, que vous êtes tous les deux résolument optimistes, qu'est-ce qui fait que vous pensez que ça peut marcher? Je pense que, encore une fois, à Marseille, c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, Marseille concentre quand même toutes les difficultés qui sont les difficultés de notre pays. Et à Marseille, par définition, les Français qui y vivent se rendent compte qu'ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche, ils ont essayé la droite macronisée et que bon, le résultat est assez piteux. Et donc, ils peuvent faire le choix, c'est ce que nous espérons, et nous sommes, c'est vrai, optimistes, car moi je suis absolument convaincu que Franck peut gagner, qu'il fasse le choix du Rassemblement national. Seigneur, sur la dernière question. Peut-être juste un mot, parce qu'aujourd'hui, Mme Ursula von der Leyen est au Paraguay. Le traité du Mercosur va être ratifié. Sur la question de l'Union européenne, vous avez un temps été favorable à la sortie, puis après vous avez dit, comme les choses étaient en train de changer de l'intérieur, ce n'était pas le moment de partir. Est-ce que lorsque vous voyez qu'un traité pourra s'appliquer alors même que la France a voté non, la souverainiste que vous êtes ne se dit pas que votre première ligne était la bonne? Non, parce qu'en réalité, les choses sont en train de changer. C'est surtout les équilibres politiques qui sont en train de changer. En fait, ce qu'il faut changer, c'est Mme von der Leyen. Ce qu'il faut changer, c'est la majorité au sein du Parlement européen. Parce qu'à partir du moment où la majorité aura changé au sein du Parlement européen, eh bien, l'Union européenne redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, sera, remis dans ses compétences et il sera interdit pour elle de grappiller les compétences des États membres et les souverainetés des États membres, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Donc il est clair que si on n'arrête pas l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle ne s'arrêtera pas. Et même elle accélérera. Parce que l'Union européenne, elle est comme tout le monde. Les médias, les patrons, les professionnels, elle se dit, le Rassemblement national peut gagner en 2027. Et un président Rassemblement national, ce ne sera pas la même chose, hein. Ça ne se passera pas de la même manière. Et donc, elle essaye d'accélérer en réalité ces politiques d'absorption des souverainetés nationales parce qu'elle cherche à cranter définitivement le vol de notre souveraineté. Parce que c'est un vol.
C'est un vol de notre souveraineté. Bon. Donc, vous avez vu que pour le budget, elle fait la même chose d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le cadre financier pluriannuel, qui doit normalement être voté fin 2027 pour mise en œuvre en 2028, ils veulent l'avancer et le faire voter fin 2026. Ah bah tiens, au hasard. Au hasard. Pour qu'en réalité, on soit bloqué pour les 5 années qui viennent. Mais c'est une véritable honte. Démocratiquement, ça devrait faire sursauter tout le monde, y compris les adversaires du Rassemblement national quand même. Ou alors, les gens se considèrent déjà comme une vague province de l'Union européenne, avec le doigt sur la couture du pantalon devant Madame von der Leyen. Moi, j'en appelle à la fierté quand même des Français, à leur appétit pour la liberté. On ne peut pas admettre ça. Que l'on soit de gauche, de droite, de la Macronie ou de je ne sais quoi ailleurs, on ne peut pas admettre que l'Union européenne avance d'1 an le vote de ce cadre pluriannuel financier pour que l'élection présidentielle n'ait aucun effet. Quel que soit le bulletin que vous mettez dans l'urne, ça devrait scandaliser tout le monde. En tout cas, moi, ça me scandalise. Et ça veut dire aussi qu'ils savent pertinemment que les choses ne se dérouleront pas de la même manière qu'avec Emmanuel Macron. Et que donc, voilà, ils essayent de pousser leur avantage. Et bien, ça nous rend plutôt optimistes, quand même. Voilà, ça nous rend optimistes parce que nous le savons, que les choses ne se dérouleront pas de la même manière, mais manifestement, ils le savent aussi. Merci à tous. Merci beaucoup et encore une fois, bonne année à vous tous.